Tu ne sais pas exactement ce que je dis? On va mourir? Alors ça commence. Grace a survécu à la pire nuit de sa vie. Sa famille l'a chassée comme une proie pour la sacrifier lors d'un rituel satanique. Mais ce n'est pas la partie la plus difficile de l'histoire. Le pire, c'est que tout recommence. Le pouvoir absolu exige un maître, et Grace devra tuer pour survivre jusqu'à ce que le sang éteigne les flammes de l'enfer qui l'attend. Dans une bataille contre les favoris du diable, Grace devra choisir entre le pouvoir absolu ou la liberté pour elle et sa sœur. Je te parle de Ready or Not, tu connais? Mais avant d'entrer dans la boucherie, nous adressons un remerciement spécial aux membres de la communauté de Maintenant Nous Verrons. Pour rejoindre la famille, clique sur « Rejoindre ci-dessous » et profite chaque semaine de contenu exclusif. La narration reprend exactement où nous l'avions arrêté dans le premier volet. Souvenons-nous que Grace a joué à cache-cache avec sa nouvelle famille, qu'elle a dû tuer pour survivre. Quelques heures après, elle se réveille dans la chambre d'hôpital glacial. Bien qu'on ait lavé tout le sang de sa peau, elle se retrouve déconcertée et solidement menottée à son brancard. Devant elle, l'inspecteur Roger Bassett l'attend, ayant plusieurs questions cruciales à lui poser. Dans le manoir, 2 cadavres ont été confirmés, et les experts examinent minutieusement les restes calcinés, soupçonnant qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de victimes parmi les cendres. Sa robe était trempée de sang qui n'était pas le sien, et elle a une blessure par balle à l'épaule. Bassett est claire, soit elle a une bonne explication, soit elle est la principale suspecte. Grace va raconter le cauchemar, mais demande d'abord une cigarette à l'officier d'une voix rauque. Peu après, la scène se déroule dans un ascenseur où une jeune femme blonde, ressemblant beaucoup à la protagoniste, attend avec impatience. Il s'agit de Sarah, sa sœur et contact d'urgence, que l'hôpital a immédiatement prévenue. Bien que leur relation soit tendue et qu'elles ne s'entendent pas bien, elles sont tout ce qu'elles ont au monde. Le détective leur laisse quelques minutes seules pour discuter. C'est alors que Grace apprend que sa sœur vit à seulement 40 minutes de chez elle. Et ce, malgré le fait qu'elles ne se sont pas vues depuis plus de 10 ans. Lors de leur retrouvailles, Sarah avoue froidement qu'elle ne veut pas faire partie de sa vie, expliquant ainsi son silence sur le fait qu'elles habitaient si près. Elle lui rappelle amèrement que c'est Grace elle-même qui a clairement dit, il y a 10 ans, qu'elle ne voulait pas être sa sœur simplement parce qu'elles avaient des mères différentes. Après quelques secondes de discussion tendue, la force de Grace se brise, elle commence à pleurer et raconte le cauchemar qu'elle a vécu. Comment elle a tiré la carte maudite, la pire de toutes, et comment sa nouvelle belle famille a essayé de la chasser toute la nuit. D'une voix brisée, elle raconte la trahison de l'homme à qui elle avait juré amour, qu'il a poignardé pour la sacrifier à un prétendu démon, afin d'assurer la fortune familiale. Contre toute attente, elle a résisté jusqu'à l'aube et a réussi à survivre. Cependant, elle ajoute la partie la plus invraisemblable de son récit. Les membres de la famille, qui étaient encore debout, ont tout simplement explosé en 1000 morceaux sous ses yeux. Un événement pour lequel elle n'a aucune explication logique. À la fin de son histoire, Sarah déclare avec dédain qu'elle va pourrir en prison. Et Grace, au fond d'elle, craint que ce soit vrai. Cependant, pendant que cela se passe, Chester, le grand-père et patriarche le plus puissant de la famille, observe les nouvelles concernant le massacre depuis l'ombre, sachant avec une précision chirurgicale où se trouve Grace. Chester change de chaîne avec indifférence et regarde pendant quelques minutes un violent conflit armé à l'étranger. Soudain, il décroche le combiné et prononce froidement une seule phrase. Le cessez-le-feu est approuvé. Quelques secondes plus tard à peine, la nouvelle est diffusée en direct. Les troupes militaires ont conclu une trêve avec l'ennemi, mettant immédiatement le conflit en pause. Ceci n'est qu'un petit aperçu de l'immense pouvoir que détient le vieil homme. Peu de temps après, Chester reçoit la visite d'un homme connu simplement sous le nom de l'avocat, qu'il n'avait pas vu depuis des années. Celui-ci l'informe que la famille Aurelie-Domas n'existe plus et que les préparatifs nécessaires sont déjà en cours après la tragédie. Sans perdre de temps, Chester ordonne à sa domestique de contacter ses enfants. Il envoie également un message au reste du clan, les informant que les héritiers sont morts, mais que la mariée a survécu. La nouvelle fait le tour du monde instantanément. Elle arrive jusqu'en Chine, où se trouve sa fille Cheng, puis en Espagne, où Ignacio célèbre le message comme s'il avait gagné le gros lot à la loterie. Dans le New Jersey, la nouvelle parvient à Bill, qui est plongé dans les excès avec 1 kilo de cocaïne sur sa table. Madou et Virage, les frères et sœurs, reçoivent également la notification et célèbrent l'opportunité qui s'offre enfin à eux. Les derniers à apparaître sont Titus et Ursula, qui vivent déjà sous le même toit que le puissant Chester. Titus. Il le supplie désespérément de ne pas le faire, mais son père le gifle avec dédain et lui ordonne de se comporter en homme. La balle est en jeu et ce sont les règles qui dictent le destin de tous. Une seconde plus tard, dans un geste chargé de symbolisme, Chester enlève sa bague et supplie sa fille Ursula,
qui a un caractère beaucoup plus ferme, de gagner le siège pour la famille. Ensuite, conformément au protocole établi, Titus et Ursula tiennent un coussin et étouffent leur propre père jusqu'à la mort. Le vieil homme accepte sa fin sans opposer de résistance, conscient que telles sont les règles. De retour auprès de Grace, le détective la conduit au commissariat pour sa déposition officielle. Cependant, alors qu'il parcourt les couloirs de l'hôpital, Bill apparaît armé de couteau, et en lançant avec une précision chirurgicale, directement dans le cou de l'officier, le tuant sur le coup. L'individu semble erratique, presque possédé par une force diabolique, avec un regard perçant, fixé uniquement sur Grace. Malgré sa faiblesse, elle se lève de son fauteuil roulant et s'enfuit avec sa sœur Sarah. Toutes deux se cachent derrière un bureau, tandis que Bill marche à proximité, répétant de façon obsessionnelle que le monde sera à lui. Quelques secondes plus tard, il appelle Mademoiselle Ledomas partout, tandis que Grace cherche désespérément une sortie. Sarah lui demande désespérément ce qui se passe, et Grace, avec la terreur reflétée sur son visage, l'avertit que le cauchemar a recommencé. Bien qu'elle ne comprenne pas exactement pourquoi ni qui est ce type, elle sait clairement qu'elles doivent s'échapper immédiatement, sinon elles mourront toutes les deux dans cet hôpital. Lorsque Bill s'engage dans un autre couloir, elles profitent de la distraction pour voler l'arme de service du détective assassiné. Elles peuvent désormais se défendre, mais restent paralysées par la peur. Soudain, Bill surgit de nulle part et attrape Grace par le cou avec une force brutale, lui arrachant l'arme. Avant qu'elle ne puisse appuyer sur la gâchette, Bill se moque de sa fragilité, la maintenant au sol, soumise et prête pour le coup final. Cependant, juste avant que le couteau ne transperce sa poitrine, l'homme explose en 1000 morceaux, exactement comme les autres. Laissant derrière lui une énorme flaque de sang qui trempe Grace une fois de plus, Sarah ne cesse de crier, incapable de réaliser que l'histoire de sa sœur était réelle. Grace, reprenant son souffle, demande à Sarah de l'aider à retirer ses menottes, consciente que d'autres arriveront. Elle retourne au cadavre de l'officier pour se libérer et récupérer ses vêtements. Elle ne peut pas se battre en blouse d'hôpital. Alors elle remet sa robe de mariée et les chaussures avec lesquelles elle a anéanti sa belle famille. Elle quitte la chambre armée. Mais avant d'atteindre l'ascenseur, l'avocat surgit et lance une grenade fumigène qui les désoriente totalement. Quelques secondes. Alors que les gens finissent d'évacuer l'hôtel, Titus et sa sœur montent dans une voiturette de golf pour lancer la phase 2 du plan. Plusieurs camionnettes transportant le reste de la famille commencent à arriver sur place, révélant dans un immense plan d'ensemble des jardins majestueux dignes de la royauté. Le premier à descendre d'une des camionnettes est Ignacio, qui a amené son fils Felipe pour son initiation officielle. Tous deux informent Ursula que Francesca arrivera un peu en retard, mais ils assurent qu'elle rejoindra le groupe finalement. Ignacio est le premier à admettre ouvertement son enthousiasme, même si pour les autres, c'est une situation véritablement effrayante. La simple idée de perdre tout leur patrimoine et leur statut ferait frissonner n'importe qui de peur. Peu après, Cheng apparaît, ayant amené son fils Chongfu pour qu'il s'intéresse à autre chose qu'aux jeux vidéo. Mais le jeune homme, indifférent, insiste seulement pour avoir le mot de passe du Wi-Fi et continuer à jouer. Madou et Virage sont les suivants à arriver, ayant transformé leur camionnette de luxe en une véritable discothèque mobile, imprégnée de substances à fumer. Ils demandent immédiatement comment le rituel va se dérouler. Ce à quoi Ursula répond que, une fois que l'invité sera arrivé, l'avocat se chargera de leur expliquer tous les détails techniques. À ce moment précis, un hélicoptère apparaît dans le ciel transportant Grace pour lancer les préparatifs finaux. Dès qu'il l'emmène sur la propriété, il lui enlève brutalement la capuche et s'apprête à lui révéler son destin pour la suite de la chasse. Toute la famille observe Grace et sa sœur avec une attention glaciale alors qu'elles sont bâillonnées et attachées à des chaises. La première chose que Grace entend, c'est Ursula qui se présente avec son frère Titus, tandis que le reste des cousins manifeste une émotion troublante à l'idée de la rencontrer. Finalement, avant que le processus n'avance, Ignacio demande où se trouve Chester, et c'est à cet instant précis que la véritable raison pour laquelle ses enfants l'ont assassiné est révélée. Chester était finalement désigné pour le rituel. Cependant, après sa mort, le fait qu'Ursula et Titus soient jumeaux leur permet à tous les deux d'entrer dans le jeu pour prendre sa place. C'est une manœuvre discutable, mais techniquement légale, et il semble que les maîtres du culte l'aient acceptée, puisque aucun des présents n'a encore explosé en morceaux. Quelques secondes plus tard, à travers une porte imposante et terrifiante qui semble être le seuil de l'enfer lui-même, l'avocat apparaît avec un énorme livre pour détailler les règles. En le voyant, tout le monde prend place dans un silence sépulcral et respectueux, tandis que l'avocat explique à Grace. Elle découvre l'existence de 6 familles primordiales, dont les Ledomas font partie. Maintenant que cette lignée a été éradiquée,
et qu'elle était la seule à porter légalement le nom de famille. Une nouvelle phase du jeu a été activée. En plus des Ledomas, les Wilkinson ont également été éliminés, ne laissant plus que 4 familles pour se disputer le prix final macabre. Le problème réside dans le fait qu'en ayant remporté le jeu de cache-cache, une clause spéciale qui était restée dans les règles a été activée, depuis l'origine, comme Grace pourra le constater. Il existe parmi toutes les familles une position dotée d'un pouvoir bien supérieur aux autres, un poste convoité par tous, qui est enfin disponible après de très nombreuses années. Les règles sont simples, le jeu se répète et elle doit y participer. Si elle survit assez longtemps et affronte les représentants de chaque famille, elle remportera la bague, un objet aux propriétés exceptionnelles. Celui qui détient la bague acquiert un pouvoir qui va au-delà de l'argent, celui de dominer le monde. Tout ce qu'elle désire sera à elle, sans limite ni règle. La bague représente le pouvoir absolu et infini. Avant de commencer, l'avocat demande à Grace si elle a des questions. Une fois qu'on lui retire le bâillon, elle demande simplement une cigarette. Mais l'avocat refuse catégoriquement, arguant qu'il y a déjà suffisamment de vices mortels en jeu. Il souligne aussi que la présence de Sarah surprend, car Grace avait assuré aux Ledoma qu'elle n'avait pas de famille. Par conséquent, le jeu les inclura toutes les deux dans une version kit ou double. Les règles stipulent que la confrontation se termine à l'aube. S'il parvient à rester en vie jusqu'à ce moment-là, il obtiendra la bague et une invitation à une cérémonie dans le temple sombre. L'avocat lui promet que ce sera une expérience sans pareille. Chacune des têtes de famille restantes la chassera avec le mandataire qu'ils ont amené pour leur initiation. Après avoir écouté les règles et la longue explication, Grace ne se retient pas. Elle insulte l'avocat et lui assure avec mépris qu'elle n'a pas l'intention de participer à leur foutu jeu, déclarant qu'il peut aller au diable, qu'il connaît sûrement déjà. À cet instant, l'avocat l'avertit froidement qu'elle doit jouer sous peine de terribles conséquences, en commençant par Sarah, dont il ordonne qu'on tranche la gorge sur le champ. Face à la menace imminente qui pèse sur sa sœur, Grace est obligée de changer d'avis, et décide de se soumettre une fois de plus à leurs stupides règles pour la sauver. À ce moment critique, Francesca apparaît, et, en voyant Grace, elle éclate instantanément en insultes. Il s'avère qu'elle est l'ex-petite amie d'Alex, le défunt mari de Grace, qu'elle a elle-même assassiné. Et Francesca ne peut pas attendre pour assouvir sa vengeance personnelle. Malgré la douleur et la fureur évidente de la nouvelle venue, Grace se moque complètement de sa rancune. Une indifférence qui ne fait qu'accroître de façon exponentielle l'envie de Francesca de la tuer. Avant la chasse, Grace et Sarah reçoivent une injection de sédatifs puissants pour être transportés sur le lieu du rituel pendant leur sommeil. L'avocat explique la procédure au chef de famille. Selon les règles stipulées, chacun est autorisé à utiliser une arme correspondant à la période historique durant laquelle son ancêtre a scellé le pacte avec le maître. En plus de ce qui précède, il est strictement interdit au chef de famille de s'entretuer. Si cela devait arriver, même par un malheureux accident, le maître entrerait dans une colère noire et toute sa lignée recevrait un châtiment exemplaire, qui déclencherait à coup sûr une catastrophe absolue. Une fois que tous les points sont clairs, chacun des chefs signe le grand livre avec une goutte de son propre sang, pour lancer officiellement le rituel. Cependant, les accompagnateurs et successeurs disposent d'une salle de surveillance avec jumelles. Selon les règles, ils ne prendront la place que si celui-ci meurt pendant la chasse. En gros, les plus jeunes restent sur le banc en tant que réserve. Si Francesca souhaite être celle qui élimine Grace, son père, Ignacio, devrait mourir en premier, mais Kip le rassure avec suffisance que cela ne sera pas nécessaire. Il leur rappelle que le vieux Chester entraîne ses enfants depuis leur naissance. À ce moment-là, selon ses prévisions, tout sera terminé dans 5 minutes, et il pourra retourner à la piscine. À l'extérieur du manoir, les chasseurs prennent position. On leur annonce que Grace a été abandonnée au trou numéro 9 du parcours de golf, et on leur remet des voiturettes équipées de leurs armes historiques. Dès que l'avocat annonce que le temps a commencé, une horloge démoniaque s'active sous le sol, et une cloche funèbre résonne à travers tout le terrain. Les jumeaux font preuve d'un total manque de scrupules. En trichant, ils ont volé les clés des voiturettes de leurs proches pour prendre l'avantage et assassiner Grace en premier. Pendant ce temps, elle se réveille au trou numéro 9 du terrain de golf et découvre, horrifiée, qu'elle est menottée à sa sœur. Lorsque Sarah reprend connaissance, elle éclate en sanglots, en espérant que tout cela ne soit qu'un cauchemar. Mais Grace la prévient que la menace est réelle et qu'elle doit lui obéir aveuglément si elles veulent rester en vie. Cependant, la coopération ne sera pas facile, car Sarah se montre têtue et refuse de suivre les instructions. Grace essaie de la tirer vers la protection de la forêt, mais sa sœur est convaincue que les tueurs les attendent là-bas. Au milieu de la panique, Sarah lui lance amèrement que rien ne serait arrivé si elle l'avait supprimé de ses contacts d'urgence il y a des années. Pendant que les sœurs se disputent, plusieurs chasseurs se dirigent déjà vers leur position. En chemin,
Ursula et Titus se disputent pour savoir qui portera l'anneau. Titus suggère de le faire tourner chaque semaine, mais Ursula décide que le pouvoir reviendra à celui qui tuera Grace. Soudain, un drone piloté par Chen apparaît et survole les filles. À travers les haut-parleurs, il leur annonce que ses avocats ont trouvé une faille juridique dans le contrat pour survivre. Mais avant de révéler le secret, l'appareil explose en 1000 morceaux. Tout cela a été provoqué par un tir précis d'Ursula, dont l'arme est un mousquet de la guerre civile. Elle s'est beaucoup entraînée avec, atteignant une précision enviable. De son côté, Titus a choisi une arme plus viscérale, une masse avec une dague intégrée pour le combat rapproché. Depuis la salle de surveillance, Kip observe minutieusement chaque mouvement. Dès que les sœurs s'enfoncent dans la forêt dense, on découvre que la forêt est truffée de caméras cachées qui permettent de tout surveiller. De plus, le périmètre est protégé par une clôture colossale, si haute qu'il est impossible pour l'une ou l'autre de l'escalader. Alors qu'elle se cache dans les broussailles, Ursule émerge d'entre les arbres et tente de persuader Grace de quitter sa cachette et d'accepter son destin. Elle promet que, si elle meurt maintenant, elle pardonnera à Sarah et lui laissera une fortune pour qu'elle vive dans le luxe. Cependant, à cet instant, Titus apparaît par derrière et les attaque brutalement avec sa masse. Heureusement, le poignard s'enfonce profondément dans le tronc d'un arbre et il se retrouve momentanément désarmé, incapable de le retirer. Malgré tout, l'homme attaque Grace et l'étrangle jusqu'à l'intervention de Sarah. Ensemble, elles font tomber Titus et s'enfuient. Elle s'enfuit, ce qui rend Ursule furieuse. Elle gifle son frère et lui ordonne enfin d'agir en homme pour terminer le travail. De retour sur la pelouse, Sarah veut courir vers le manoir pour utiliser le téléphone. Mais Grace l'avertit que c'est une très mauvaise idée. L'endroit est clairement sécurisé, comme elles l'ont constaté en voyant la hauteur de la clôture. Leur seule véritable chance est de survivre jusqu'à l'aube. Et pour y parvenir, Grace soupçonne qu'elles devront peut-être les tuer. Tous, tu vois. Pendant qu'elles discutent, Ignacio les vise à distance avec un fusil de gros calibre, l'arme qui lui a été attribuée. Comme le contrat de sa lignée avec le maître est assez récent, pour son malheur, au moment où il appuie sur la gâchette, le chargeur se détache et tombe au sol. Preuve qu'on peut être célèbre et séducteur. Mais sans s'exercer avec l'arme, est-il possible de perdre la domination du monde à cause d'une erreur technique aussi basique ? Le tir raté n'alerte pas seulement les filles à du danger imminent, mais les pousse aussi à courir désespérément. Grâce à la mauvaise visée d'Ignacio, les filles parviennent à atteindre une cabane ouverte au milieu du champ, où elles s'arrangent pour provoquer un incendie et couvrir leurs traces avec la fumée. À ce moment précis, Madou apparaît brandissant une machette et tente de les tuer avec férocité. Mais l'instant d'après, Ignacio appuie sur la gâchette. La balle frappe directement le réservoir de gaz de la structure, provoquant une explosion massive qui secoue le terrain. L'explosion projette des éclats de bois et de métal incandescent dans toutes les directions, agissant comme une mitraille mortelle. À cause de la force de l'impact, Grace et Sarah sont violemment projetées au sol, restant étourdies. Alors que les flammes consument ce qui reste de la cabane, Ignacio observe horrifié à distance. A-t-il mis en danger le pacte avec le maître en ayant presque blessé un autre membre de la famille ? Le bras de Grace est le plus touché. Après l'explosion, plusieurs morceaux de verre se sont profondément enfoncés dans sa peau, et elle saigne abondamment. Cependant, lorsque la fumée commence à se dissiper, la scène est terrifiante. Madou est allongé sur le sol, et il semble être mort, ce qui signifierait que, selon les règles, Ignacio exploserait en 1000 morceaux à tout moment. Après quelques secondes de tension, Madou se relève, laissant l'âme d'Ignacio retourner dans son corps. La chasse continue et il a encore une chance, mais les filles se sont déjà précipitées vers l'hôtel pour chercher refuge. Là-bas, Grace accepte la proposition de sa sœur et cherche un téléphone. Mais d'abord, elles doivent enlever les éclats de verre et bander la blessure pour éviter une hémorragie. Cependant, Madou les suit de près et inspecte lentement le salon principal, les obligeant à fuir vers la buanderie. À cet endroit, elle trouve l'atelier du concierge, où il y a une machine qui peut les aider à couper les menottes. Lorsqu'elle l'allume, le bruit est assourdissant, les avertissant qu'elle dispose de très peu de temps avant d'être repérée. Lorsque Madou les trouve, elles sont déjà libres et l'attaquent de façon coordonnée. Malgré tout, elles ne sont pas de taille face à un homme adulte sous l'effet de la drogue. Madou, distrait par Grace, oublie Sarah qui le surprend par derrière et lui assène un coup précis à la tête. Elles le placent alors dans une machine à laver géante et la mettent en marche. Quelques secondes plus tard, l'eau bouillante inonde la machine et le moteur tourne à une vitesse vertigineuse. Sarah observe sa sœur avec un regard interrogateur, comme si elle se demandait quand arrêter la machine. Mais Grace reste plongée dans ses pensées. Si longtemps qu'au moment où elles arrêtent le cycle et laissent de sortir Madou, son visage est presque fondu par la chaleur et la friction.
En raison de son incapacité, les règles dictent que Virage doit entrer dans le jeu. Cependant, comme Virage est un lâche qui n'est pas prêt à risquer sa vie, il décide de renoncer à sa place d'honneur et la remet officiellement à son épouse, Farik. Utilisant le téléphone de Madou, Grace compose désespérément le 911 pour demander de l'aide, mais découvre avec horreur qu'elle parle directement à Ursula. La famille, possède la compagnie. La compagnie téléphonique a déjà détourné les appels d'urgence vers son iPhone. Ursula les trompe alors avec de fausses promesses pour les pousser vers la porte principale de l'hôtel. Avant qu'elles ne sortent, Chen les intercepte, met une épée sur la gorge de Grace et révèle qu'elle était la voix du drone venu leur proposer un marché. Chen avoue que si Grace accepte d'épouser son fils, la chasse prendra fin et ils hériteront de l'anneau. Elle admet que son fils est un idiot, mais elle assure qu'il est gentil et que Grace n'aura aucune responsabilité réelle envers lui. Grace doit accepter cette union ou affronter les jumeaux, des monstres élevés depuis l'enfance, prêts à utiliser l'anneau pour plonger le monde dans la folie. Cependant, il existe certaines responsabilités qu'elle devra assumer envers l'organisation, pratiquement les mêmes qui pesaient sur la famille de son défunt mari. Celle-ci inclut le sacrifice annuel d'une personne à travers le macabre jeu de cartes. Avant que Grace puisse articuler une réponse, Ignacio fait irruption sur la scène avec son fusil et sa mauvaise habitude de viser à côté, ruinant complètement la négociation. À cet instant, Chen s'interpose physiquement devant Grace pour empêcher Ignacio de la tuer, mais il lui avertit fermement qu'elle doit accepter l'accord. Sinon, sera-t-il obligé de la tuer avec sa propre épée? À mesure que la tension de la scène s'intensifie, Ignacio se rend compte qu'il n'a plus de munitions. Alors il décide de réduire la distance pour les attaquer au corps à corps. Profitant du chaos, Grace se jette sur Chen et lutte avec elle, directement à la gorge. Techniquement, Chen vient tout juste d'assassiner un chef de famille, donc 2 secondes plus tard, elle explose en 1000 morceaux, tout comme son fils dans la salle de surveillance. Avec la mort d'Ignacio, Francesca entre officiellement dans le jeu. Pendant ce temps, les sœurs quittent l'hôtel, katana à la main pour se défendre. La nuit tombée, elles atteignent la porte principale. Sachant que c'est un piège, au lieu d'y tomber, elles surprennent les jumeaux par derrière. Sarah place le katana sur la gorge de Titus, tandis que Grace arrache le mousquet à Ursula. Grace menace de tuer Titus si Ursula ne leur révèle pas comment ouvrir la porte principale. Mais Ursula, avec un sang-froid absolu, leur assure que le tuer leur rendrait service. Et elle le considère comme un bon à rien, qui ne mérite pas de porter l'anneau. Juste au moment où leur relation fraternelle se brise, Farik apparaît au volant d'une camionnette lancée à toute vitesse. Cependant, au lieu de foncer sur Grace pour gagner le prix, il décide de percuter la porte principale avec le véhicule et s'échappe de l'enceinte. Pendant le chaos du combat, Sarah a une occasion claire de s'enfuir, et Grace lui ordonne de le faire. Mais en voyant comment Ursula domine sa sœur et lui plante un poignard profondément dans l'épaule, Sarah revient. Et elle la charge de toutes ses forces, ce qui fait qu'Ursula subit un violent choc en tombant. Quant à Virag, sa situation est désastreuse. Son épouse est maintenant propriétaire légale de tous ses biens, même sans participer activement à la chasse. Cela ne change rien. Le fait qu'il ait officiellement renoncé à son poste fait qu'il ne possède désormais absolument rien. Qui présume son malheur en une seule phrase. « Tu es pauvre et foutu ». Peu de temps après, Francesca fait son entrée triomphale, portant la robe de mariée qu'elle aurait utilisée lors de son mariage avec Alex, et tenant une mallette, prête à rejoindre le jeu. Sarah raccompagne sa sœur à l'hôtel pour soigner la grave blessure à son épaule, qui est complètement transpercée par le poignard. Grace, dans un accès de fureur et de douleur, décide de retirer l'arme elle-même, tout en couvrant Sarah d'insultes parce qu'elle ne s'était pas enfuie quand elle en avait eu l'occasion, ce qui finit par les séparer définitivement. À cet instant précis, Francesca fait son entrée triomphale et révèle que l'arme qu'elle a choisie pour la chasse est un bazooka. Cependant, elle démontre qu'elle est la digne héritière de l'incompétence de son père. Quand elle a l'occasion de faire exploser Grace en 1000 morceaux, elle place l'arme à l'envers et le missile part du mauvais côté, provoquant une catastrophe ridicule. Frustrée, elle décide de laisser éclater sa fureur contenue et se jette sur Grace. Dans une lutte sauvage, les deux finissent accidentellement aspergés de gaz poivré. Pendant ce temps, Sarah réalise son erreur et revient aider sa sœur, mais Titus lui tend une embuscade violente. Titus la menace pour qu'elle révèle où se trouve Grace, mais Sarah ment, en disant qu'elle s'est enfuie et qu'elle est avec la police. Or, la réalité est bien plus chaotique. Dans le salon principal, Grace et Francesca sont complètement aveuglées par le gaz et donnent des coups dans le vide lors d'un combat absurde. Quelques minutes plus tard, Francesca est la première à retrouver la vue, et s'en prend à Grace avec une violence démesurée. Simultanément, Sarah subit une violente raclée de la part de Titus. Les deux sœurs semblent sur le point de mourir, mais leur instinct de survie est plus fort.
Grace parvient à se relever et, dans un acte de force désespéré, elle écrase le crâne de Francesca en utilisant le piano de la scène. Ursula rejoint son frère et propose de garder Sarah en vie, la jugeant plus utile. Titus annonce via les haut-parleurs à Grace qu'ils ont sa sœur et l'attendent dans le hall dans 10 minutes. À cet instant, Grace entre dans un état de rage meurtrière et active son mode de combat. Dans la cabine de surveillance, après avoir fouillé la guérite, elle s'empare d'un fusil à pompe et de cartouches suffisantes pour un massacre. Elle retourne à l'hôtel avec une détermination glaciale. Elle n'acceptera pas sa mort, mais est prête à exterminer chaque membre du clan. La première à tomber est Francesca, qui avait miraculeusement survécu au coup du piano et l'attendait à l'entrée. Mais Grace l'élimine sans la moindre hésitation. En entrant dans la pièce, elle est accueillie par Felipe, le fils d'Ignacio. Contrairement à son père, l'enfant a été entraîné toute sa courte vie comme un tueur d'élite. Et il brandit 2 mitraillettes prêtes à la cribler de balles. Le petit tire des rafales incessantes en quelques secondes, transformant la pièce en zone de guerre et obligeant Grace à chercher refuge. Désespérée, elle s'enferme dans le réfrigérateur. Mais Titus surgit, plaque Sarah contre la vitre et menace de lui trancher la gorge. Si Grace ne se rend pas, juste avant que Titus n'exécute sa sœur, Grace utilise sa dernière carte, invoque la clause légale et lui propose officiellement le mariage. Au cœur du chaos, tous se tournent vers l'avocat qui, après avoir vérifié le grand livre, confirme la validité de la demande et autorise la procédure avec le consentement des deux parties. La proposition est alors acceptée. Selon les lois du culte, la chasse est temporairement interrompue et tous deux sont escortés dans leur chambre pour se préparer au mariage éclair. Comme prévu, Ursula tente de manipuler Grace pour l'amener à son camp, lui suggérant d'assassiner Titus ensemble après le mariage. En échange de la bague, elle promet de permettre aux deux sœurs de partir en vie. Malheureusement pour elle, son frère se trouvait juste derrière la porte, écoutant chaque mot de la trahison. En entrant, il est clair qu'il n'y a plus de retour en arrière. Sans aucune trace de miséricorde et lassé d'être une marionnette, Titus décide de prendre le contrôle et ôte la vie à sa propre sœur. Là, quelques minutes plus tard, Grace parcourt les couloirs sombres du Temple Noir, où la cérémonie aura lieu. Sur place, une assemblée de fidèles attend, ainsi que l'avocat, prêt à officialiser ce lien impie. Soudain, le sol s'ouvre devant eux, et une présence sombre émerge des profondeurs. L'avocat demande leurs mains pour procéder à l'union de sang. Titus est le premier à accepter, scellant le document avec leur sang mêlé. Ensuite, ils reçoivent les anneaux, et l'union est consacrée par un baiser rituel. Une fois le lien sacré, les personnes présentes commencent à adorer Satan. L'avocat ordonne de sacrifier la chèvre pour étancher la soif de leur divinité. À cet instant, Grace réagit avec une férocité inattendue, prend la plume cérémonielle et poignarde Titus directement dans le cou, un coup de couteau, puis 10, dans une frénésie de violence, jusqu'à ce que Grace lui arrache l'anneau de pouvoir. Alors qu'il agonise, elle lui murmure avec mépris les mêmes mots qu'il avait utilisés avec Ursula. « Tuer un membre de la famille n'est-il pas interdit par les règles ?» À cet instant précis, Grace glisse l'anneau à son doigt et devient l'héritière légitime du pouvoir absolu. Son premier ordre fut de renoncer au trône et de couper tout lien avec l'organisation du maître. Cependant, l'avocat intervient froidement pour clarifier les règles face à ces circonstances extraordinaires. La personne qui porte la bague exactement à l'aube en sera la propriétaire, sinon si personne ne la porte, tous recevront une punition éternelle. Il ne reste que 3 minutes avant le lever du soleil. Sans hésiter, Grace jette la bague dans la fosse profonde. Quelques secondes plus tard, le chaos éclate. Tous les adeptes présents se jettent dans le vide, s'entretuant dans une lutte frénétique pour le pouvoir. La scène est dantesque, sanglante et chargée de morts. Quand le temps est écoulé, et que le premier rayon de soleil atteint le temple, personne n'a la bague. Ainsi, tous les membres de la secte explosent dans une immense avalanche de sang. Quelques secondes avant de partir, les sœurs parviennent à apercevoir un léger reflet de la présence du maître dans l'ombre. Le film se termine avec Grace et Sarah quittant définitivement le manoir, emmenant avec elles la chèvre innocente, seule survivante de cette horreur.